Bonjour, chères femmes et chères mamans. En avez-vous assez de répéter 3, 5, 10 fois au plus vos consignes et vos demandes à vos enfants, alors qu'ils continuent à faire leurs activités et à faire la sourde oreille? Est-ce que votre réservoir de patience et de tolérance diminue au fil des ans, au fil que vos enfants grandissent et qu'après 2 répétitions, le ton monte rapidement, beaucoup plus rapidement que vous le souhaitez? Est-ce que vous ressentez de la culpabilité car vous réalisez que vous criez de plus en plus envers vos enfants, même pour des banalités parfois? Est-ce que vous vous surprenez à vous rappeler la vie avant vos enfants, lorsque vous étiez soit seulement en couple ou célibataire, lorsque l'ambiance était calme et reposante à la maison et que cette vie-là, elle vous manque parfois? Même, est-ce que vous êtes proche du burn-out parental? Selon le site Livy, le burn-out parental, c'est un état de stress prolongé, d'épuisement émotionnel et de démotivation qui peut survenir chez les parents en raison de la surcharge de travail et de responsabilités qui sont liées à l'éducation et à la prise en charge de leurs enfants. Alors, je reviens à l'éducation parentale positive. Qu'est-ce que c'est que ce type d'éducation? Donc, selon le site Naître et grandir, la parentalité positive invite le parent à se mettre à la place de l'enfant pour mieux le comprendre. Donc, cette approche amène le parent à éduquer son tout petit en le guidant plutôt qu'en le contrôlant. Donc, les pratiques parentales positives encouragent la réparation et la collaboration de l'enfant plutôt que la punition. Les 5C, c'est le respect des principes qui vont vous permettre de vivre dans un milieu et un contexte plus stable et sécurisant, ce qui va favoriser le sentiment de sécurité intérieure de vos enfants, leur estime de soi et leur confiance dans le lien d'attachement parental qu'ils ont avec vous. Alors, la règle numéro 1, une règle claire. Des règles claires que vous dites à vos enfants, c'est important d'utiliser des mots et des termes qui sont simples, bien compris de vos enfants pour vous faire comprendre. Donc, vous devez vous assurer d'avoir peu de règles pour que vos enfants s'y retrouvent le plus facilement possible. Vous devez aussi vous adresser à eux selon l'étape du développement langagier où ils sont rendus. Évidemment, on ne va pas parler de la même façon à nos tout petits de 2 ans versus ceux de 8 ans ou nos grands de 15 ans. Alors, on s'adresse à eux de façon différente selon le langage où ils sont rendus. Et bien sûr, il faut aussi penser aux valeurs que vous voulez véhiculer dans votre message pour vous assurer que les enfants comprennent bien ce que vous leur demandez. La règle numéro 2, des règles constantes. C'est probablement la règle qui est la plus difficile à suivre pour vous, mais c'est aussi la plus importante dans la constance, car ça peut être très difficile de demeurer ferme avec vos enfants et de maintenir les limites, puis les conséquences que vous leur avez imposées suite à des comportements que vous ne souhaitez plus avoir de leur part. Donc, vos interventions puis l'application de vos règles ne doivent pas varier en fonction de votre humeur, de votre fatigue, de vos symptômes physiques ou des tensions et des conflits que vous avez vécus au travail ou avec votre conjoint, peu importe qui. Vous devez rester stable, ferme et constant pour cette règle, bien sûr, de la constance, peu importe votre état émotionnel ou physiologique. Donc, la constance, c'est mettre une règle de l'avant qui définit le comportement attendu et qui exige de nommer le comportement inacceptable chaque fois qu'il se présente et toujours de la même façon. Bien sûr, vous pouvez vous permettre de la souplesse, de la flexibilité. L'idée, c'est pas d'être hyper rigide non plus dans votre façon d'éduquer vos enfants. Donc, vous pouvez vous permettre de la flexibilité sur certaines règles, principalement celles qui n'auront pas d'impact sur le fonctionnement familial, par exemple, ou sur par rapport à l'agressivité, la violence. C'est sûr que ça, c'est important qu'il y ait des règles là-dessus. Donc, s'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de violence en tant que tel, il n'y a pas de bris d'objets ou quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas aussi d'impact sur l'avenir de votre enfant plus tard, sur les valeurs que vous voulez lui transmettre pour son avenir lorsqu'il sera adulte, et à ce moment-là, vous pouvez quand même être plus souple concernant vos règles. La troisième, c'est des règles concrètes. Donc, l'annonce des consignes de votre formulation lors d'intervention doivent être exprimées avec un vocabulaire qui est simple et le plus précis possible pour obtenir les comportements désirés par votre enfant.
sans la possibilité que votre enfant interprète autrement la règle que vous avez énoncée. Donc, ça doit vraiment être extrêmement clair et concret pour lui. Alors, vous pouvez utiliser des courtes phrases qui vont résumer l'essentiel, par exemple. C'est aussi très important d'utiliser des concepts positifs plutôt que d'utiliser la négation. Par exemple, je veux que tu marches plutôt que je ne veux pas que tu cours ou arrête de courir. Parle calmement plutôt que ne crie pas ou arrête de crier. Donc, demandez de façon positive ce que vous souhaitez plutôt que de dire ce que vous ne souhaitez pas. C'est toujours plus facile pour les enfants, mais pour le cerveau de tous en fait, de répondre aux demandes qui sont faites de façon positive. Quatrièmement, des règles cohérentes. Donc, vous êtes un modèle pour vos enfants. Ils vous voient comme un exemple à suivre et c'est primordial de leur donner la marche à suivre par vous-même, pour vous-même aussi, par vos gestes et vos paroles. Donc, par exemple, si vous souhaitez que vos enfants demeurent assis le plus longtemps possible à la table pendant les repas, bien de votre côté, ne passez pas votre temps à vous lever pour répondre à différents besoins de chacun ou parce que vous avez oublié tel condiment ou parce qu'il y en a un qui a terminé puis tout de suite vous lui enlevez son assiette, peu importe. Restez assis aussi le plus longtemps possible pour leur montrer l'exemple. C'est vraiment important. Vous êtes leur premier modèle puisque vous êtes là depuis sa naissance. Puis, n'oubliez pas aussi qu'en vieillissant, vos enfants vont déceler davantage les incohérences dans vos comportements et dans vos verbalisations. Donc, ils n'hésiteront pas à les soulever pour éviter eux aussi d'avoir à se plier à une même règle. D'autre part, une règle, une consigne ou une demande ne doit pas être en contradiction avec une autre et porter vos enfants à de la confusion mentale, parce qu'il n'y a rien de pire que des propos contradictoires de la part du parent pour rendre l'enfant ou même l'autre personne confus et le perturber. On dit souvent que les contradictions, ça peut rendre fou en quelque part. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ça, puis de rester toujours cohérent et constant dans vos consignes et vos demandes. Finalement, la 5e règle, c'est la règle des règles conséquentes. Donc, c'est important d'appliquer des conséquences le plus possible naturelles en lien direct avec le comportement indésirable ou la règle qui a été transgressée que votre enfant a manifestée. Donc, l'enfant doit vraiment apprendre à assumer la responsabilité de ses gestes et de ses paroles. Alors, lorsque vos enfants transgressent certaines limites, ils doivent constater par eux-mêmes que leurs actes ont des répercussions sur leur vie et aussi sur la vie de d'autres personnes. Cela va leur permettre de faire des choix davantage éclairés quant au comportement qu'ils ont à adopter pour l'avenir. Alors, il va de soi que ces 5 C à suivre au quotidien s'appliquent aux 2 parents, évidemment, pour que ça fonctionne de façon optimale. Alors, des règles claires, constantes, concrètes, cohérentes et conséquentes sont à utiliser en tant que parent avec vos enfants comme en tant que couple entre vous pour assurer votre crédibilité parentale aux yeux de vos enfants et favoriser leur confiance qu'ils vont construire en vous comme le meilleur guide pour leur avenir. Alors, qu'est-ce que l'anxiété temporelle? Eh bien, est-ce que vous craignez tous les matins d'arriver en retard au travail ou à l'école, d'être en retard à la garderie ou au service de garde à la fin de la journée, par exemple? Est-ce que vous êtes du genre à partir 30 minutes d'avance pour un rendez-vous qui est pourtant à 5 minutes seulement de la maison? Est-ce que vous ragez intérieurement, ou peut-être même extérieurement, en étant frustré, exaspéré, impatiente, voire en vous énervant ou en haussant le ton lorsque vos enfants sont toujours trop lents à se préparer lorsque vient le temps de partir de la maison pour aller à l'école ou à un rendez-vous? Est-ce que vous conduisez vite, sacré dans la voiture contre les chauffeurs qui ont tout leur temps devant eux? Est-ce que vous insultez les lumières rouges qui vous ralentissent et qui tombent toujours lorsque vous êtes déjà serré dans le temps? Évidemment. Alors, si c'est le cas, vous souffrez probablement d'anxiété temporelle ou de la phobie d'être en retard. Et je vous comprends très bien. J'ai enfin pu mettre un concept sur ce que moi-même je vivais et je ressentais chaque fois que je craignais d'être en retard, alors que je le suis pratiquement jamais. Donc, il y a pas si longtemps, peut-être 2-3 ans, j'ai
j'ai vu ce concept-là d'anxiété temporelle et ça m'a beaucoup parlé. Donc, selon le docteur Alex Lickerman, il y a dans le fait d'être en retard un élément d'insécurité et cette insécurité engendre de l'anxiété, qu'elle soit physique ou psychologique. Donc, derrière cette obsession de toujours arriver en avance peut se cacher aussi une grande insécurité, une peur profonde de déranger, de se faire réprimander, d'être jugé, rejeté même et donc de déplaire à l'autre qui nous attend. Alors, le docteur Lickerman croit que cette angoisse temporelle pourrait être l'expression d'une crainte de rater l'occasion aussi, ou d'être exclu, par exemple. Cela pourrait aussi être associé à la peur de manquer de quelque chose dans le fameux FOMO, en anglais « Fear of Missing Out ». Cette crainte-là qui est suscitée, entre autres, par les médias sociaux, de manquer quelque chose d'important qui va vous exclure de la discussion, du groupe ou de la dernière tendance à la mode sur les réseaux sociaux. Donc, être en retard, bien, ça peut signifier une perte de temps alors que votre horaire est déjà surchargé et que ça implique que vous n'en avez surtout pas de temps à perdre, bien sûr. Cette anxiété peut interférer aussi avec votre besoin de contrôle et sentiment d'impuissance lorsque vous ne pouvez rien faire sur le moment, comme lorsque vous êtes prise dans le trafic, par exemple, et que rien n'avance, rien ne bouge. Donc, vous êtes prise là, ça suscite la colère, oui, la frustration, mais aussi un grand sentiment d'impuissance sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Selon Francesca Sicuro, qui est une psychologue, pour ces personnes, arriver en avance, c'est une forme de contrôle et une façon de gérer leur stress. Et pour s'en sortir, ben, on doit essayer de trouver la peur qui est en cause. J'en ai nommé quelques-unes tout à l'heure, peur d'être jugé, d'être rejeté, de déplaire. Donc, on peut essayer de trouver c'est quoi la cause derrière cette crainte-là d'être toujours en retard. Donc, on peut à ce moment-là mieux replacer les choses dans un contexte qui est davantage réaliste. Et comment arriver à mieux gérer votre anxiété temporelle? Bien, tout d'abord, vous pouvez prendre conscience que vous vivez cette angoisse. C'est déjà de comprendre que c'est ce que vous vivez depuis des années. Puis, observez comment votre humeur change lorsque vous devez vous rendre à un rendez-vous ou tout simplement à une réunion au travail. Donc, prenez conscience de votre irritabilité, votre frustration ou votre rage intérieure. Prenez conscience aussi des conséquences potentielles de votre anxiété dans le but de prendre du recul pour pouvoir prendre le contrôle de cette émotion, de votre anxiété, et pas vous laisser envahir et avoir le dessus sur vous dans un état vraiment de grand stress. Donc, essayez de reprendre le contrôle sur vos émotions. Vous pouvez aussi imaginer les conséquences d'arriver en retard pour prendre conscience que la plupart du temps, c'est pas du tout dramatique d'être en retard puis que les conséquences sont vraiment mineures ou même inexistantes. Vous pouvez aussi apprendre évidemment à bien gérer votre stress en diminuant votre avance à votre rendez-vous pour viser éventuellement à arriver seulement une dizaine de minutes en avance, ce qui va vous amener à mieux tolérer l'incertitude face au temps et à la crainte d'être en retard. Alors, j'espère que cette chronique sur l'anxiété temporelle vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger dans la description en dessous mes 8 outils allège mental pour avoir toutes sortes d'astuces, de suggestions, de stratégies pour mieux alléger votre charge mentale au quotidien. Alors, vous allez, en téléchargeant, vous y avez accès directement et c'est quelque chose de simple que vous pouvez accrocher sur le frigo ou sur un tableau à la maison pour vous en inspirer, par exemple. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée et comme à l'habitude, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Merci de votre écoute. Au revoir.